Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 septembre 2025 et notre ami l'ambassadeur Chas Freeman est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, monsieur l'ambassadeur. Heureux d'être avec vous. Je voudrais commencer, monsieur l'ambassadeur, par le cas de Charlie Kirk, qui a été pour le moins choquant. Donald Trump et son administration, Donald Trump lui-même, ont déclaré qu'il s'agissait de l'extrême gauche attaquant des personnes qui essayent de communiquer. Mais il semble qu'après avoir identifié l'homme qui a assassiné Charlie Kirk, Trump ait en quelque sorte fait marche arrière. Dans sa dernière interview sur Fox News, il n'a pas mentionné que l'extrême gauche était responsable de cela. Eh bien, je pense que nous avons une société très polarisée, où les gens tirent des conclusions hâtives. Je ne me souviens pas de commentaires similaires lors de la mort de George Floyd. Je veux dire, il s'agissait d'une réaction très politique face à quelqu'un qui était politiquement engagé. Je ne me souviens pas lorsque Nancy Pelosi a été attaquée par un homme avec un marteau. Je ne me souviens pas que son mari ait été attaqué. Je ne me souviens pas d'une réaction similaire de la gauche. Mais c'est une réaction typique de la droite. Ça doit être la gauche qui fait ça. Eh bien, nous ne savons pas quelle était l'idéologie de l'assassin, ni quelles étaient ses motivations. Et il semble qu'il n'était pas d'extrême gauche, mais nous le découvrirons en temps voulu. Quoi qu'il en soit, la tentative de politiser cela était probablement inévitable, et je trouve cela déplorable. Et cela montre à quel point la tolérance n'existe plus politiquement aux États-Unis. Nous sommes très polarisés, nous sommes très violents. Et d'une certaine manière, l'affaire Charlie Kirk a éclipsé ce qui s'est passé en dehors des États-Unis. Eh bien, c'est une distraction commode face à toutes sortes d'autres choses horribles qui se passent. Mais au final, vous savez, la chose la plus intéressante, je pense qu'on ne devrait pas quitter ce sujet sans noter qu'un certain nombre de personnes ayant fait un commentaire d'une manière ou d'une autre qui a été interprété comme rabaissant ou critiquant Charlie Kirk ont perdu leur emploi. Encore une fois, je ne me souviens pas que cela soit arrivé après d'autres meurtres, et nous en avons eu des très médiatisés. Nous vivons donc un moment de censure politique, par des oligarques d'entreprise, des oligopoles d'entreprise, par l'administration. Si vous ne vous conformez pas au récit, vous avez des ennuis. Si vous ne produisez pas de déclarations qui confirment les préjugés de Donald Trump, vous avez des ennuis. Si vous dirigez le Bureau of Labor Statistics et que vous lui dites que les choses ne vont pas bien, vous êtes renvoyé. Dans le domaine du renseignement, une lettre signée par 300 diplomates vient d'être publiée, affirmant que les gens ont désormais peur de dire la vérité. On met les gens en garde. Il ne faut rien rapporter qui contredise les préjugés du président. Et c'est exactement ce qui se passe dans les dictatures. C'est pourquoi elles sont fragiles, parce que le dictateur, l'empereur, est protégé de l'observation qu'il n'a pas de vêtements. Il continue donc à se comporter de manière insensée, alors qu'il pourrait avoir une chance de corriger son comportement si quelqu'un lui disait « Écoutez, les choses ne sont pas comme vous le pensez. » Mais apparemment, nous ne pouvons plus faire cela, en aucune circonstance. Monsieur l'ambassadeur, lorsqu'il s'agit de ce débat entre la gauche et la droite, il ne s'agit pas seulement des États-Unis qui regardent l'Europe. Ici au Brésil, c'est pareil. Il n'y a plus de gauche et de droite comme auparavant. Quelle est votre analyse à ce sujet? Non, je pense que c'est tout à fait exact. Il y a un grand mécontentement de manière générale dans la société. Certaines personnes s'alignent sur une tendance politique
d'autres sur une autre, mais elles ne sont pas divisées entre la gauche et la droite. On ne peut pas expliquer les choses de cette façon. Regardez l'administration Trump, qui met en place une sorte de capitalisme d'État, la propriété des moyens de production par le gouvernement, dans, vous savez, le dernier exemple en date, apparemment. Mais plus généralement, elle intervient dans des entreprises privées et acquiert des parts et une position de contrôle. Alors quel rapport cela a-t-il avec la pensée traditionnelle de droite? C'est un impact très très socialiste. Qu'il soit juste ou non est une autre question. Mais il ne fait aucun doute que la gauche et la droite, à bien des égards, comme vous le suggérez, se sont soit croisés, soit ne sont plus clairement distingués. Le Parti démocrate, d'ailleurs, est totalement inefficace dans son opposition à Trump. Ils n'ont aucun programme. Ils s'accrochent aux intérêts acquis qui financent leurs campagnes électorales. C'est pourquoi vous ne voyez toujours aucune critique de la part du Parti démocrate en tant que tel du génocide à Gaza. Et ils perdent du soutien. La dernière fois que j'ai vérifié, je crois qu'il n'avait qu'environ 20% des adultes américains qui les soutenaient. Nous n'avons donc plus la dichotomie traditionnelle gauche-droite, ni aux États-Unis, et je dirais même pas en Europe non plus. Je ne sais pas pour le Brésil. Je ressens la même chose ici au Brésil. Monsieur l'ambassadeur, nous avons assisté à une attaque très choquante d'Israël contre le Qatar. Le Qatar est l'un des alliés les plus importants des États-Unis au Moyen-Orient. Ils ont tout fait pour montrer leur loyauté envers les États-Unis. Ils ont tenté de servir de médiateurs dans de nombreuses discussions. Ils ont essayé de faciliter la communication entre différentes parties. Et pourtant, on voit Israël attaquer le Qatar alors qu'ils accueillaient ses dirigeants du Hamas. Ils ont frappé la salle de négociation, là où ils étaient censés négocier et discuter avec les autres parties impliquées. Comment expliquez-vous cela? Parce que nous n'avions jamais vu cela auparavant. Nous n'avions jamais vu ce genre de comportement, ni ce genre de feu vert donné par les États-Unis aux Israéliens pour attaquer l'un de leurs principaux alliés au Moyen-Orient. Quel est votre avis à ce sujet? Qu'en pensez-vous? Eh bien, je ne dirais pas que le Qatar est un allié. Il n'a aucune obligation envers les États-Unis. Les États-Unis ont, eux, des obligations implicites envers le Qatar, notamment parce que la base aérienne d'Al-Udeid, avec ses 11 000 aviateurs et aviatrices, constitue la principale installation de l'US Air Force et du commandement central américain dans le Golfe Persique. Mais je dirais que le Qatar a été un petit pays très habile, non aligné ou multi-aligné. Il se trouve pris entre deux grandes puissances du Golfe. L'une est l'Iran, avec laquelle il partage un champ gazier dans le Golfe Persique. L'autre est l'Arabie saoudite, qui a un passé d'intervention. En fait, la famille Al Thani, qui est la famille régnante au Qatar, a été initialement installée au pouvoir grâce à une intervention saoudienne. Ils sont les descendants de personnes originaires du nord de l'Arabie saoudite. En fait, l'émir est un descendant direct de Muhammad Abdul Wahhab, la personne souvent critiquée pour avoir inventé le wahhabisme, car cette doctrine restreint toute expression religieuse. Ils sont donc très prudents. Ils entretiennent des relations solides non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec la Turquie, l'Inde, la Chine, la Russie, l'Iran et désormais avec l'Arabie saoudite. En somme, ils se sont rendus utiles à tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Cela vient tout juste de prendre fin. Ils doivent maintenant recalibrer toute leur stratégie de survie. De toute évidence, leur attente que les États-Unis les protègent non seulement contre l'Iran, mais aussi contre Israël ou l'Arabie saoudite, est désormais très incertaine. Lors de la guerre de juin, la soi-disant guerre de 12 jours, entre l'Iran et Israël, après qu'Israël a attaqué l'Iran,
l'Iran a riposté à l'attaque américaine en tirant sur le Qatar, précisément sur la base aérienne d'Al-Udeid. Cela a illustré le fait que la base aérienne est une cible et non nécessairement une protection. Ils avaient toutes les raisons de croire qu'en convoquant une délégation massive pour discuter de ce qui était, à mon avis, une proposition de paix totalement insincère, dictée par Israël et présentée par les États-Unis, Israël laisserait cette discussion se dérouler. Au lieu de cela, pour la deuxième fois dans l'histoire récente, Israël a considéré la tenue de ces négociations comme un rassemblement de personnes qu'il pouvait assassiner. C'est ainsi que l'attaque contre l'Iran a commencé, en utilisant les négociations à Mascate comme couverture pour une attaque surprise. Même chose cette fois au Qatar. Ce qui est clair, à mon avis, c'est que ce n'était pas seulement une attaque contre le Qatar, et selon les propres mots d'Israël, c'était un message adressé à toute la région. Israël ne respectera aucune souveraineté autre que la sienne et se sentira libre d'attaquer où bon lui semble. Les Égyptiens, par exemple, viennent de découvrir une tentative apparente d'Israël d'assassiner des responsables du Hamas résidant au Caire. Aucun pays ne peut désormais négocier avec Israël et s'attendre à autre chose qu'à être payé, non pas par un accord ou une discussion raisonnable, mais par une tentative d'invasion de sa souveraineté et de meurtre de la part des Israéliens. Les États-Unis ont perdu beaucoup de crédibilité. Cette base, eh bien, tout d'abord, Al-Udeid se trouve à un endroit intéressant. C'était à l'origine un territoire disputé entre l'Arabie saoudite et le Qatar. L'Abyssinie de force strength. Ils ont permis aux États-Unis d'installer une base aérienne là-bas, ce qui a obligé les Saoudiens à renoncer à leurs revendications. Mais quoi qu'il en soit, cette base était perçue par le Qatar comme une police d'assurance contre l'Iran, contre l'Arabie saoudite et contre les Émirats arabes unis, avec lesquels les États-Unis entretiennent également des liens étroits, mais avec lesquels, de toute façon, il existe une animosité ancienne entre les Émirats, la famille Al Nahyan et les Al Thani depuis des siècles. Ce n'est rien de nouveau. Et lorsque l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont imposé un blocus au Qatar pendant un certain temps, c'était à l'instigation des Émirats plutôt que de l'Arabie saoudite, même si les Saoudiens étaient également ravis de s'y joindre. Mais ce qu'Israël vient de faire, c'est d'unir tout le monde dans le Golfe. Tous les dirigeants du Golfe se sont rendus à Doha pour exprimer leur solidarité avec l'émir du Qatar et son gouvernement. L'émir et son gouvernement ont déclaré que toute réponse devait être collective. Tous les pays du Golfe, même les Bahreïnis et les Émiratis, qui n'ont pas entretenu de bonnes relations avec le Qatar, étaient d'accord. Le Koweït, qui est souvent l'exception au sein du Conseil de coopération du Golfe, s'est également joint à eux. Et je pense qu'il y a deux autres facteurs ici qui ne se sont pas encore pleinement exprimés, car nous ne savons pas encore quel sera le résultat complet de la réévaluation par le Qatar de ses relations avec les États-Unis. Nous savons qu'il n'y aura plus de négociations concernant les otages menés par le Qatar. Et cela signifie, en effet, que ces otages ne reviendront jamais vivants. Et les familles des otages en sont bien conscientes. Il n'y aura aucune discussion de paix entre Israël et les Palestiniens, car Israël est en train soit de commettre un massacre de masse, soit de procéder à l'expulsion massive des Palestiniens de toute la Palestine. D'abord Gaza, ensuite la Cisjordanie. Il vient d'y avoir une vaste rafle en Cisjordanie. En réalité, l'enlèvement de personnes qui seront déplacées de façon permanente de leur foyer. L'entreprise de colonisation avance à plein régime. Cela, ainsi que l'attaque contre le Qatar, ont conduit les Émirats arabes unis à déclarer que ce qu'Israël fait constitue une ligne rouge et à mettre les accords d'Abraham en péril évident. Toute la région est donc en train d'être transformée. Deux choses ne sont pas dites.
Premièrement, cela va accélérer le rapprochement entre les pays du Conseil de coopération du Golfe, les Arabes du Golfe, et l'Iran, car ils font face à une menace commune venant d'Israël. Et Israël prévoit bien sûr ouvertement de reprendre les hostilités contre l'Iran. Il vient tout juste de commettre un acte de guerre contre le CCG. Deuxièmement, si la protection américaine n'a pas de valeur, si offrir à Donald Trump un Boeing 747 de 400 millions de dollars, signer un contrat pour 42 milliards de dollars d'armement américain et maintenir une présence américaine à Al-Udeid, qui est une base aérienne qatari, pas une base américaine, même si nous l'utilisons. Si tout cela ne suffit pas à garantir la protection des États-Unis, alors le Qatar doit se réajuster. Et je pense qu'il se tournera vers la Chine, car les Chinois sont de farouches défenseurs de la souveraineté, et ils disposent des équipements de défense aérienne susceptibles de remplacer ce que les Qataris prévoyaient d'acheter aux États-Unis. Je pense qu'il pourrait également y avoir, au minimum, des restrictions imposées à l'utilisation américaine de cette base aérienne. Et je pense que je vais simplement conclure en disant que l'inefficacité, l'incompétence et l'inefficience de la diplomatie américaine n'ont que rarement été mieux illustrées que par l'assurance personnelle donnée par Donald Trump à l'émir du Qatar que l'Israël n'attaquerait plus le Qatar, suivi immédiatement par des déclarations israéliennes affirmant qu'ils avaient bien l'intention de le faire. Ils attaqueront de nouveau et ils attaqueront partout dans leur région où ils peuvent atteindre des personnes qu'ils considèrent comme leurs ennemis. C'est donc effectivement un événement majeur et c'est un tournant. Et bien sûr, comme c'est généralement le cas, nous ne connaissons pas encore les résultats précis que cela aura. Il faudra un certain temps pour les voir. Mais il est très clair que la crédibilité américaine dans le Golfe a été profondément entamée. Je pense que lorsque les pays d'Asie de l'Ouest, au Moyen-Orient, regardent les deux pays qui ont été attaqués par les Israéliens, premièrement l'Iran, deuxièmement, ils ont attaqué l'Iran. Avant que cette guerre n'éclate, ils ont attaqué l'Iran pour tuer Ismail Haniyeh, et ils ont tué Ismail Haniyeh et l'ont assassiné. Et pour la même raison, eh bien, il était un invité d'État lors de l'investiture du président. Exactement. Et ils font la même chose avec le Qatar. Cela montre qu'aux yeux des Israéliens, il n'y a aucune différence entre l'Iran et le Qatar, malgré cet argument selon lequel nos alliés régionaux sont contre l'Iran et tout cela. Mais au final, dans leurs calculs, dans leur état d'esprit, il n'y a aucune différence entre l'Iran et le Qatar. Eh bien, je pense que le point fondamental est qu'Israël est devenu un État criminel. Il n'a aucun respect pour la loi, ni pour les normes des relations internationales. Il ne respecte pas la souveraineté des autres pays. Il franchit la frontière du Liban, bombarde, mitraille, envahit au sol. Il fait la même chose en Syrie. Il mène des assassinats. Rappelons-nous que Khaled Mekal, l'un des dirigeants du Hamas qu'Israël vient d'essayer d'assassiner, apparemment sans succès, avait déjà été la cible d'une tentative d'assassinat ordonnée par Netanyahou en Jordanie. 2 touristes israéliens lui ont injecté un poison dans l'oreille, puis ont tenté de se réfugier dans la toute nouvelle ambassade israélienne à Amman. Le roi Hussein a été tellement agacé par cela qu'il a dit à Netanyahou « Si vous ne fournissez pas l'antidote au poison, ne sauvez pas la vie de Khaled Mekal et ne présentez pas d'excuses, je romprai mes relations avec vous. » La Jordanie venait tout juste de normaliser ses relations. C'est donc une autre tentative d'assassinat. Trump ne semble avoir aucun problème avec cela, aucune objection.
Il est très notable que bien qu'il ait condamné l'attaque, il ait déclaré qu'il n'avait pas consulté les États-Unis, ce qui est probablement faux. Je pense que c'est un mensonge. Peut-être qu'ils ne l'ont pas consulté personnellement, mais il ne s'est pas opposé à la tentative d'assassinat. Il pense qu'il est normal de tuer le Hamas. Je ne pense pas qu'il ait la moindre idée de l'histoire du Moyen-Orient, des Palestiniens, des raisons pour lesquelles le Hamas a remporté les élections, de ce que représente le Hamas. Le groupe a simplement été diabolisé succès des Israéliens. Et je pense, malheureusement, je dois le dire, je regardais simplement d'autres grandes relations des États-Unis, en particulier la relation avec la Chine, qui est un sujet qui me préoccupe professionnellement depuis longtemps. Et cela m'étonne. Il y a des faucons de la Chine, soi-disant, des personnes vers qui l'on se tourne pour obtenir des conseils sur des politiques fermes envers la Chine. Le président n'a jamais visité la Chine avant son premier mandat, lorsqu'il s'y est rendu en tant que président. Il n'y a aucune preuve qu'il ait eu une quelconque relation préalable avec la Chine. Son principal conseiller commercial, Peter Navarro, a fait carrière en écrivant sur la Chine, mais il n'avait jamais visité la Chine avant mai 2018, lorsqu'il s'y est rendu avec une délégation officielle. Marco Rubio, décrit comme un éminent faucon de la Chine, n'a jamais été en Chine. Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, n'est jamais allé en Chine. Elbridge Colby a vécu un temps à Hong Kong, qui n'est pas la Chine. Il a bien visité Pékin au moins une fois, mais toutes ces personnes pensent qu'elles savent tout ce qu'il y a à savoir sur la Chine, alors qu'en réalité, elles ne savent absolument rien. Et j'oserais dire que c'est aussi vrai pour leurs opinions sur le Moyen-Orient. Ils ne savent absolument rien. Ce qu'ils savent, c'est ce que leurs bailleurs de fonds israéliens leur disent de savoir. Et je dis cela avec une certaine douleur, car il est très évident que la politique américaine envers l'Asie de l'Ouest a été entièrement déléguée à Israël, et que Trump est la marionnette de Netanyahou. Il a dit qu'il avait appelé les Qataris et qu'il n'allait pas laisser Israël attaquer à nouveau le Qatar. Mais quand on regarde ce qu'a dit Netanyahou, voici ce que Netanyahou a déclaré à Moscou. Ils devraient applaudir Israël pour avoir défendu ces mêmes principes et les avoir mis en pratique. Et je dis au Qatar et à toutes les nations qui abritent des terroristes, soit vous les expulsez, soit vous les traduisez en justice. Parce que si vous ne le faites pas, nous le ferons. Oui, il y a donc quelque chose de très intéressant à dire à ce sujet. Les mots qui ont des significations précises, s'ils sont trop utilisés, deviennent des insultes et perdent leur sens. Qu'est-ce qu'un terroriste? Un terroriste, c'est toute personne qui ne soutient pas Israël. Tu es un terroriste. Je suis un terroriste. Tout le monde dans le monde est un terroriste parce que nous ne soutenons pas la politique israélienne. Nous pouvons souhaiter du bien aux Israéliens eux-mêmes. Nous pouvons espérer qu'Israël se repente de ses mauvais comportements et trouve une place sûre au Moyen-Orient. Mais cela ne suffit pas. Nous devons soutenir les politiques israéliennes de génocide, de meurtre de masse, d'expulsion, de nettoyage ethnique, d'assassinat. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes alignés avec les terroristes. Il n'a donc jamais été tout à fait clair si les gens utilisaient la définition originale de terroriste. Un terroriste est quelqu'un qui a une rancune et pas de force aérienne, et qui doit donc recourir à d'autres moyens inventés pour exprimer sa colère face à l'oppression. Ainsi, on définit le terroriste comme quelqu'un qui utilise la violence à des fins politiques, ce qui est précisément le fondement de la politique israélienne. Le terrorisme d'État est la politique israélienne, et vous venez de l'entendre.
il y a d'autres mots qui ont perdu leur sens. Antisémite signifiait autrefois quelqu'un qui détestait les Juifs. Aujourd'hui, cela désigne quelqu'un que les Juifs détestent et veulent salir. Nous sommes donc entrés dans un monde où le noir est blanc, le haut et le bas, et 2 plus 2 font une banane. Cela n'a absolument aucun sens. À votre avis, dans le cas du Hamas, il semble qu'après tout, Donald Trump sait qu'Israël n'est pas intéressé par des négociations, puisqu'ils ont assassiné, comme je l'ai dit auparavant, Ismail Haniyeh en Iran. C'est la seule raison pour laquelle on voudrait assassiner quelqu'un comme lui. C'est un dirigeant politique du Hamas. Il n'est pas militaire. Il n'était pas lié à la branche armée du Hamas. Il était en réalité un modéré au sein de la coalition de résistance du Hamas. Il était également le principal négociateur. Nous constatons donc un schéma constant. Toute personne qui négocie avec Israël risque d'être tuée. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela montre qu'Israël considère les négociations comme une couverture pour des opérations militaires et de renseignement, et non comme un moyen d'aboutir à un accord. Israël ne veut pas d'accord avec les Palestiniens. Il veut leur disparition. Pour cela, il semble prêt à commettre des assassinats partout dans le monde. Allez-vous être surpris si demain vous vous réveillez et voyez qu'Israël attaque la Turquie ou l'Arabie saoudite? Est-ce que cela vous surprendrait d'une quelconque manière? Eh bien, ils viennent en fait de bombarder les Turcs en Syrie. Les Turcs étaient en train d'installer une base pour former le nouveau gouvernement syrien d'anciens djihadistes dirigé par Amin al-Shara. Et cette base a été bombardée. Les Turcs ont été bombardés par les Israéliens. Donc je suppose que la bonne réponse à mon âge, c'est que si je me réveille le matin, je suis toujours surpris qu'il se passe quelque chose ou non. Je dirais que les Israéliens sont pleins de surprises. Ce sont des gens très intelligents. D'un point de vue opérationnel, ils sont vraiment brillants. L'attaque contre l'Iran a été un chef-d'œuvre de tromperie et d'opération militaire. Mais ce fut aussi un désastre politique et un désastre stratégique pour Israël. Mais Israël ne semble jamais en tenir compte. Ce qu'ils viennent de faire à Doha détruit ou risque de détruire les accords d'Abraham, unit tout le monde dans la région contre eux et leur fait perdre le soutien de l'Europe. Je remarque même que von der Leyen a désormais coupé les paiements à l'État israélien. Nous avons un vote au Parlement européen recommandant que les Européens reconnaissent l'État palestinien. Tout cela est une réaction prévisible à une tentative de meurtre totalement déraisonnable et illégale. Maintenant, certaines personnes ont été tuées, parmi elles un policier qatari et le fils de l'un des membres du Politburo du Hamas. Mais la presse occidentale traite cela de manière honteuse. Leur question est, les ont-ils eus ou pas? Ont-ils atteint leur cible ou pas? Ce n'est pas, avaient-ils le droit de faire cela? Ne devrait-il pas y avoir de conséquences pour avoir fait cela? Et un dernier point, Nima, car je ne suis pas sûr qu'à ce stade, nous soyons pleinement capables de prédire quelles seront les répercussions. Mais l'Assemblée générale de l'ONU vient de se réunir. Et cela allait toujours être rempli d'initiatives contre Israël. Je pense qu'il est possible que l'Assemblée générale suive le précédent de la suspension de l'adhésion de l'Afrique du Sud en raison de l'apartheid. Elle pourrait même adopter une résolution unie pour la paix, qui passerait outre le droit de veto des États-Unis au Conseil de sécurité et imposerait une forme de sanction à Israël. Malheureusement, à mon avis, la seule façon d'arrêter le génocide israélien serait une intervention militaire contre lui. Et je ne vois simplement pas stérile.
Je pense qu'il y a eu un vote aujourd'hui sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Nous avons eu 142 voix en faveur, 2 abstentions et 10 contre. Les pays qui ont voté contre est Israël, la Hongrie, l'Argentine et quelques autres pays beaucoup plus petits, ainsi que les États-Unis. Je n'avais pas vu ce vote, mais je ne suis pas du tout surpris. Je pense que les États-Unis sont totalement isolés sur cette question. La Hongrie peut avoir des affinités avec Israël parce que le gouvernement hongrois est assez à droite. Et la Hongrie aime aussi se rapprocher de Donald Trump, c'est-à-dire que Viktor Orban et Donald Trump ont une certaine complicité. Donc cela ne devrait pas m'étonner. Et puis, il y a de petites îles du Pacifique qui sont en fait sous le contrôle des États-Unis et qui votent toujours avec Israël. Mais 142 voix pour, seulement 2 abstentions et 10 contre. Le monde est contre Israël, et Israël s'est infligé cela à lui-même. Cela ne serait jamais arrivé si Israël avait agi comme un pays normal, c'est-à-dire en établissant des frontières. Ils n'ont pas de frontières, ils s'étendent continuellement. Maintenant, ils s'étendent en Syrie, ils réclament des territoires au Liban et ils expulsent tout le monde de Palestine, de Gaza et de la Cisjordanie. Personne n'est à l'abri d'eux. Il est donc surprenant que même 10 voix aient pu être obtenues dans ces conditions. J'imagine que la diplomatie américaine est plus efficace que je ne le pensais. Et Donald Trump accomplit quelque chose d'assez remarquable. Et pas seulement cela. Monsieur l'ambassadeur, vous avez mentionné la Chine. Et je pense que tout le monde est d'une certaine manière lié à la Chine et à ce qui s'y passe. Car l'attitude de la Chine envers le monde est totalement différente de ce que nous voyons de la part des États-Unis. Et regardez la façon dont la Russie se rapproche de la Chine. L'Inde se rapproche aussi de la Chine. Comment voyez-vous l'Asie de l'Ouest et ses politiques? Parce que l'administration Trump ne montre aucun. Parce qu'elle ne donne aucune forme de confiance à ces États arabes qui ont beaucoup investi dans la sécurité qu'ils reçoivent des États-Unis. Et après tout, Israël peut les attaquer. Et ils ont dit qu'ils allaient les attaquer à nouveau. Comment ça va-t-il changer l'état d'esprit des États arabes, des dirigeants des États arabes, envers la Chine, et une sorte de nouvel accord de sécurité, si jamais cela leur venait à l'esprit? Eh bien, c'est difficile à dire. Je veux dire, il y a eu 3 facteurs qui ont permis aux États arabes de rester proches des États-Unis malgré leur désaccord fondamental avec les États-Unis au sujet de la Palestine. Le premier a été la théorie selon laquelle, parce que les États-Unis jouaient le rôle de pacificateur, un intermédiaire entre Israël et les Palestiniens, et donc cherchaient à protéger les Palestiniens, ils les protégeraient aussi d'Israël, que les États-Unis avaient suffisamment d'influence sur le gouvernement israélien pour le retenir de provocations scandaleuses. Cela n'existe plus. Personne ne croit qu'Israël prête attention à ce que disent les États-Unis, quel que soit le président, Biden, Trump, peu importe. La deuxième raison est que les États-Unis ont été la principale source de technologies militaires modernes et efficaces. Nous n'avions pas de véritables concurrents pendant assez longtemps, même après la guerre froide. Pendant la guerre froide, bien sûr, les États arabes du Golfe étaient alignés contre l'Union soviétique, donc ce n'était pas une option. Après la guerre froide, l'Union soviétique a été remplacée par la Fédération de Russie. Mais pendant longtemps, la Fédération de Russie ne disposait pas de technologies militaires efficaces, ni d'installations ou de capacités industrielles. Cela a changé. Les Russes produisent désormais des armes qui ont fait leurs preuves sur les champs de bataille en Ukraine et qui sont manifestement très efficaces.
Les Chinois se sont imposés, comme nous l'avons vu lors du défilé du 3 septembre à Pékin, comme une source alternative de technologie. On entend des commentaires désobligeants de la part de personnes qui ne savent vraiment pas de quoi elles parlent, affirmant que les équipements chinois, les capacités de construction chinoises, etc., ne sont pas au niveau des standards occidentaux. Ce n'est pas le cas. Et je pense que l'une des options qui s'offre au Qatar, comme je l'ai indiqué, serait de remplacer une partie ou la totalité des équipements qu'ils pensaient initialement acquérir auprès des États-Unis par des équipements chinois ou russes. Les Russes ont des capacités de production limitées car ils sont concentrés sur la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de telles contraintes pour la Chine. Elle peut augmenter sa production rapidement. La troisième option, le troisième facteur. Pardonnez-moi, j'ai une démangeaison très forte au nez, ce qui m'agace et doit agacer tous ceux qui regardent, mais je ne peux rien y faire. Probablement une sorte d'allergie. Bref, le troisième facteur qui soutient la relation entre les États-Unis et les pays du Golfe arabe a été l'engagement américain à déployer des troupes et du matériel pour leur défense. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la guerre du Golfe de 1990-91 pour libérer le Koweït, lorsque j'étais ambassadeur en Arabie Saoudite. Nous avons tenu notre engagement. Nous sommes capables de projeter notre puissance. Il n'y a aucun autre pays au monde capable de faire cela. Il n'y a donc pas d'alternative aux États-Unis en ce qui concerne le déploiement direct de forces pour protéger les États arabes du Golfe. Mais les protéger contre qui? Par le passé, ils s'inquiétaient de l'Iran, car l'Iran révolutionnaire cherchait à exporter son idéologie. Il soutenait également divers mouvements chiites, d'une manière ou d'une autre, qui étaient antagonistes à Israël, mais aussi à l'islam sunnite et aux Saoudiens. La préoccupation portait donc sur l'Iran. Et bien sûr, les accords d'Abraham ont en partie été construits sur cette inquiétude, car c'était aussi une préoccupation des Israéliens. Cela a donc rapproché les Arabes du Golfe et Israël. Ce n'est plus le cas. L'Iran et les Arabes du Golfe ont désormais un ennemi commun, qui est Israël. Et les États-Unis sont un allié d'Israël. Et vous savez, le slogan ou le dicton « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » est aussi, vous savez, réversible. L'ennemi de mon ami peut aussi être mon ennemi. Donc je pense que cela n'existe plus. Enfin, il y avait un effort mené par les Émirats arabes unis et Bahreïn au sein du CCG pour normaliser les relations avec Israël, à condition qu'Israël cesse la colonisation et respecte dans une certaine mesure les droits des Palestiniens. Mais le génocide et le nettoyage ethnique en Cisjordanie ont mis fin à cela. Et les États-Unis ont démontré à maintes reprises qu'ils n'interviendront pas pour aider les Arabes du Golfe contre Israël, ni même contre l'Iran ou les Houthis. Lorsque les installations pétrolières de la province orientale de l'Arabie saoudite ont été frappées, Donald Trump, lors de son premier mandat, a déclaré « Oh eh bien, c'est un problème saoudien ». Lorsque des navires ont été capturés par la marine des gardiens de la révolution iranienne, ou que des drones ont été abattus dans le détroit d'Ormuz, il n'y a eu aucune réaction de la part des États-Unis. Encore une fois, dans le cas de l'attaque contre le Qatar, une véritable attaque à la bombe et l'assassinat d'un Qatari ainsi que d'invités officiels au Qatar, la réaction de Donald Trump a été un haussement d'épaule et aucune affirmation. Alors, quelle est la valeur du troisième facteur? La protection américaine, la capacité des États-Unis à projeter leur puissance. Je pense que l'une des questions qui doit être débattue au sein du CCG est de savoir quelle combinaison de relations ils pourraient élaborer pour atteindre deux objectifs. Premièrement, devenir plus crédibles collectivement dans leur propre défense. Et ils n'ont jamais été efficaces collectivement,
car ils ont tendance à acquérir des armes. Franchement, autant pour les pots de vin et les commissions issues des contrats pour ceux qui sont au pouvoir que pour des raisons militaires. Aucun d'entre eux ne veut renoncer à la possibilité de tirer un avantage financier des achats d'armes. Ce sont à la fois des entreprises familiales et des royaumes, ce qui pose problème. Mais ils ont désormais une incitation à s'unir d'une manière qui n'existait pas auparavant. Deuxièmement, ils doivent trouver des relations internationales qui puissent se substituer, au moins en partie, aux États-Unis. Eh bien, comme je l'ai dit, il existe désormais d'autres pays qui produisent des armements de première classe. Il y a un problème d'intégration avec les armements américains, c'est vrai. Les États-Unis utilisent cet argument pour ne pas acquérir d'armes non américaines. Mais à ce stade, je pense que les États-Unis sont peut-être sur le point de perdre une partie ou la totalité du marché des armes dans le Golfe Persique. Et vous savez, tous ces pays, même les plus petits, aimeraient avoir leurs propres industries militaires. Il existe un accord qui remonte à la nuit des temps entre l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Pakistan. Un accord de coopération industrielle et militaro-industrielle. J'imagine que les pays du Golfe cherchent maintenant à réactiver cela. Les Égyptiens sont très inefficaces. Ils ont un gouvernement très corrompu, mais ils disposent d'une industrie militaire. Le Pakistan possède également une industrie militaire, avec certaines capacités assez sophistiquées. Et il entretient une relation très étroite avec la Chine en ce qui concerne l'apport de technologie. Je ne serais donc pas surpris de voir un effort renouvelé pour créer des industries militaires autosuffisantes dans le Golfe. Une autre observation, le Qatar entretient des relations étroites avec la Turquie. Les autres pays du Golfe, pas vraiment. Mais la Turquie est aussi une grande puissance militaro-industrielle. Elle produit toutes sortes d'armements efficaces. Et j'imagine que les Turcs seront observés de très près par les gens du Golfe pour ce qu'ils pourraient faire en matière d'investissement dans des installations de production locale. Les implications de tout cela sont donc énormes. Et nous ne savons pas, franchement, je dois dire que les Arabes du Golfe n'ont pas la réputation de prendre des décisions rapides et courageuses. Seront-ils résolus? Sauront-ils être à la hauteur de la situation? Ou essayeront-ils d'acheter une solution avec plus d'argent et davantage de flagornerie envers M. Trump et d'autres? Mais je ne vois pas comment le Moyen-Orient que nous connaissions, dans lequel Israël et les autres parvenaient à un certain rapprochement, existe encore. Je pense que beaucoup d'entre nous, je parle des jeunes générations, n'ont aucune idée des anciens présidents des États-Unis. Je parle de George H.W. Bush, même Reagan, et en remontant jusqu'à Carter, Jimmy Carter. D'une certaine manière, ils exerçaient une pression sur Israël. Israël n'obtenait pas toutes les autorisations qu'il demandait pendant ses présidences. Il y a ici une histoire méconnue. En 1956, Israël, avec la Grande-Bretagne et la France, a tenté de conquérir le canal de Suez et de le soustraire à la gestion égyptienne. Le président Eisenhower a réagi avec beaucoup de fermeté. Il a menacé les Britanniques, les Français et les Israéliens d'une manière telle qu'ils ont dû se retirer. Ce qui est moins connu, c'est que les États-Unis imposaient un embargo sur les armes à Israël. Nous ne vendions aucune arme à Israël. C'est pourquoi les premières armes israéliennes provenaient soit du bloc soviétique, de l'Union soviétique ou de la Tchécoslovaquie, soit de la France. Elles ne venaient pas des États-Unis. En 1964, après l'assassinat de John F. Kennedy, son vice-président, Lyndon Baines Johnson, s'est présenté à la présidence. Il était très incertain. Il se sentait diminué.
Il se sentait très incertain quant à ses chances lors de cette élection. Son adversaire était Goldwater, qui était d'origine juive, bien que lui-même chrétien, et il craignait que l'argent juif ne le fasse perdre. Il eut une réunion clandestine à Long Island, à New York, avec 12 des personnalités juives les plus influentes, et ils conclurent un accord. Ils lèveraient l'embargo sur les armes à destination d'Israël en échange de leur soutien financier à sa campagne et du soutien de la communauté juive, telle qu'elle existait alors. Communauté juive n'est pas le bon terme. Il s'agissait plutôt des communautés juives, car il y en a plusieurs, et elles ne sont pas toujours d'accord entre elles, qui essaieraient de mobiliser le soutien juif, financier et autres pour Johnson. Finalement, il a largement battu Goldwater. Ainsi, en 1967, lorsque Israël a lancé une attaque surprise contre l'Égypte et la Syrie, et a réussi à détruire une grande partie des forces aériennes égyptiennes et syriennes, les États-Unis avaient fourni des armes à Israël et soutenu ce pays. Nous avons fait cela malgré le fait d'écouler un navire américain d'écoute et de renseignement, l'USS Liberty, tuant un nombre important de marins. Lyndon Johnson et son secrétaire à la Défense, pour des raisons entièrement politiques, ont étouffé l'affaire. Une grande partie de la vérité commence maintenant à émerger. Pendant longtemps, l'équipage de ce navire a reçu l'ordre de l'armée américaine de ne rien dire, mais ils sont désormais âgés et à la retraite, et ils prennent la parole. Ainsi, cette histoire refait surface. Bref, c'était en 1967. En 1973, les Égyptiens ont contre-attaqué en traversant le canal de Suez dans le but de reprendre le Sinaï à Israël, qu'il occupait depuis 1967. Ils ont au moins réussi à montrer à Israël qu'il fallait négocier. Les États-Unis, sous la présidence de Richard Nixon, ont organisé un pont aérien massif d'armes vers Israël, ce qui a conduit à l'embargo pétrolier arabe de 1973, et cela a transformé les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Après l'embargo pétrolier, les Saoudiens étaient submergés de dollars, et Henry Kissinger, ainsi que le secrétaire au Trésor de l'époque, Bill Simon, ont conclu un accord avec les Saoudiens. Ils prendraient les dollars issus de la hausse des prix du pétrole et les réinvestiraient aux États-Unis. Ils les investiraient dans les bons du Trésor et financeraient le déficit du gouvernement. Et nous avons continué à partir de là. Ce qui a commencé comme un accord politique à Long Island pour armer Israël est devenu une garantie inébranlable de ce qu'on appelle l'avantage qualitatif, c'est-à-dire que les États-Unis surpasseront tout autre pays dans la fourniture de technologie à Israël afin qu'il puisse dominer ses voisins, et ainsi de suite. Voilà comment nous en sommes arrivés là. Il y a une histoire derrière tout cela. Les États-Unis n'ont pas toujours été soumis et serviles envers Israël. Nous avions une politique étrangère America First. Nous avons maintenant une politique étrangère Israel First sous Trump. Cela a suscité une immense indignation chez de nombreuses personnes, tant à gauche qu'à droite, aux États-Unis. Même Charlie Kirk commençait à s'exprimer contre cette soumission à Israël. Et en fait, comme c'est souvent le cas avec les théories du complot, certains suggèrent sur Derride's Radar son assassin. Une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Mais le fait est que l'opinion publique est largement opposée à la position de l'administration Trump. Même les propres partisans de M. Trump y sont opposés. Et nous avons déjà eu des discussions à ce sujet. Je sais que Larry Wilkerson et d'autres invités de votre émission en ont longuement parlé. Mais je vous donne tout ce contexte, parce que comme vous l'avez dit, il est oublié. Et l'on suppose que les États-Unis ont toujours soutenu Israël. Non, ce n'est pas le cas. Et lorsque nous avons décidé de le soutenir, ce n'était pas pour des raisons stratégiques, c'était pour des raisons politiques intérieures. Et si nous continuons à le soutenir, c'est en raison de la volonté
d'une partie des communautés juives sionistes ou pro-sionistes aux États-Unis, certains étant milliardaires, plutocrates, de corrompre notre gouvernement en donnant de l'argent aux candidats en échange de leur fidélité à Israël. Monsieur l'ambassadeur, nous avons eu des drones russes. Ils parlaient de drones russes, envahissant l'espace aérien polonais. Et il semble que c'était d'une certaine manière, je ne sais pas, une erreur de la part de la Russie, ou bien une opération sous faux drapeau destinée à aggraver la situation. Quel est votre avis à ce sujet? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une opération sous fausse bannière. Je ne pense pas que ce soit délibéré. Je pense que Donald Trump a probablement raison de dire qu'il s'agit plus vraisemblablement d'un accident. Il est critiqué pour cela par les Européens. Je pense que les Polonais ne sont pas des gens avec qui il faut plaisanter. Ils ont une armée très redoutable. Ils sont très compétents. Ils ont réagi en déployant 4000 soldats vers la frontière russe. Et ils ont réussi à abattre 4 des, je crois, 19 drones égarés. Donc les réactions à cela sont cependant prévisibles. Les Ukrainiens disent que les Russes l'ont fait délibérément. La coalition des illusionnés à laquelle j'ai fait référence ailleurs, les Européens ont formé une coalition des illusionnés pour s'opposer à la Russie, ils deviennent immédiatement hystériques. Vous voyez, ça prouve que la Russie a l'intention de conquérir Paris. Et ils utilisent cela pour rallier le soutien à la poursuite de la guerre en Ukraine. Les Russes disent, comme on pouvait s'y attendre, « Eh bien, ce n'était pas notre intention. » Je ne sais pas si je dois les croire ou non. Je soupçonne qu'ils disent la vérité. Et certains Polonais affirment, « Eh bien, c'était probablement une opération sous faux drapeau ukrainienne. » Je n'en sais rien. Je pense que, lorsqu'une guerre se prolonge, il y a toujours une forme de débordement. Et pour les drones, je pense que la théorie la plus plausible, franchement, c'est que la guerre électronique contre les drones a détruit l'efficacité de leur système de guidage et les a déviés de leur trajectoire. Il y a énormément de guerres électroniques menées par les forces de l'OTAN et l'Ukraine pour neutraliser la visée et le ciblage efficace des drones. Et cela pourrait facilement expliquer ce qui vient de se passer. Mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est réellement produit. Et je dirais qu'il y a de fortes chances que, comme dans le cas du sabotage de Nord Stream 2, il y aura plusieurs versions et que nous ne pourrons pas savoir laquelle est vraie. Parce que la réaction des Européens était quelque peu exagérée. Ils envoient ces chasseurs français capables de transporter des armes nucléaires en mer Noire. Qu'est-ce que c'était que ça? Était-ce à cause des drones? C'est la coalition des illusionnés qui réagit de manière hystérique. Tout cela est de la pure mise en scène. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Les Français ne veulent pas la guerre avec la Russie. Ils viennent tout juste d'avoir une élection qui a rejeté le programme de Macron, axé sur une forte défense, le réarmement, des impôts plus élevés, des coupes dans les aides sociales, etc. Les Allemands sont dans une situation similaire. Ils ont déclaré qu'ils n'enverraient pas de troupes en Ukraine. Leur gouvernement est très impopulaire à cause de ces programmes de réarmement et d'austérité. Les Pays-Bas ont bien envoyé des chasseurs F-16 en Pologne pour aider à abattre ces drones. Cela montre que l'OTAN a une certaine valeur. La Pologne a raison de rester dans l'OTAN, mais les Polonais sont les derniers à exagérer ce que l'OTAN peut faire pour la Pologne. C'est pourquoi ils consacrent plus de 4% de leur PIB à la défense. Et c'est aussi pourquoi ils ont développé une relation très forte d'approvisionnement militaire avec la République de Corée, la Corée du Sud. Une grande partie de leur équipement aujourd'hui, avions, chars, véhicules blindés d'infanterie, etc., provient des Coréens.
Avant de conclure, Madame l'ambassadrice, je voudrais diffuser un extrait de la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo. Elle parle de l'Inde. Je pense qu'il est bon de l'écouter avant de terminer. Ils ne veulent pas encore ouvrir leur marché, arrêter d'acheter du pétrole russe ou cesser de faire partie des BRICS, n'est-ce pas? Ils sont la voyelle entre la Russie et la Chine. Si c'est ce que vous voulez être, alors allez-y. Mais soit vous soutenez le dollar, soit vous soutenez les États-Unis d'Amérique, soit vous soutenez votre plus grand client, qui est le consommateur américain, ou alors, j'imagine que vous allez devoir payer une taxe de 50%. Et voyons combien de temps cela va durer. Nous rions, mais c'est tragique d'ailleurs d'entendre ce qui se passe. Je pense que cela met en avant un conseil avisé que les Indiens devraient prendre à cœur, à savoir, il ne faut jamais attribuer à la malveillance ce qui peut s'expliquer par la stupidité. Et là, c'est de la pure stupidité. C'est aussi un discours de raquet. Vous avez un beau pays ici, avec un grand marché de consommateurs américains. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Mais, au fait, nous allons vous imposer des droits de douane de 50% et vous allez perdre ce marché de toute façon, à prendre ou à laisser. Ce n'est vraiment pas une façon de traiter avec le monde, et cela a réussi à aliéner le monde entier. Évidemment, les États-Unis et Israël peuvent encore rassembler un total de 10 voix à l'Assemblée générale de l'ONU. Mais c'est tout. Et personne n'a envie de... Je veux dire, les gens traitent Donald Trump comme on traite quelqu'un de psychotique. On ne veut pas être près de lui. On ne sait pas ce qu'il va faire. Vous savez, ça me rappelle, j'avais l'habitude de traiter avec un nom aujourd'hui oublié, Jonas Savimbi, en Angola. Il était le chef de l'UNITA et en rébellion contre le gouvernement soutenu par les Cubains à Luanda. Il avait le paludisme cérébral, ce qui signifiait qu'il était fou. Parfois, quand des gens allaient le voir, il n'en ressortait pas parce qu'il les avait tués. C'était un génie. C'était un homme brillant. Il lisait 4 heures par jour en portugais, espagnol, allemand et français. Bien sûr, il n'existe pas de lingala écrit, mais il le parlait. L'afrikaan, il détestait les afrikaners, mais il travaillait avec eux. Et donc, je savais que lorsque j'allais le voir, je risquais ma vie. J'apportais donc toujours une malle en fer blanc remplie de livres et je la lui donnais. Et cela suffisait pour que je sois encore en vie. Je ne me suis pas fait assassiner dans son bureau. Et les gens traitent Trump un peu de la même manière. Donnons-lui un 7 sur 7. Peut-être qu'il ne nous tuera pas. Ce n'est pas une façon de mener une relation. Quoi qu'il en soit, Nima, merci pour tout le bon travail que tu fais. Anyway, Nima, thank you for all the good work you do. I think Tim Cook, he has learned how Je pense que Tim Cook a appris à parler avec Donald Trump. Il y allait offert de magnifiques pièces en or. beautiful gold and pieces. Well, yeah. Turns out that a lot of the gold in Eh bien, oui. Il s'avère que beaucoup de l'or dans le bureau ovale vient de chez Home Depot, un moule en plastique qui a été peint à la bombe. Thank you so much, Ambassador. Mais bref, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est toujours un grand plaisir. Passez un bon week-end.